Salut à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 3 qui concerne le spectrographe de masse. Et bien, dans le spectrographe de masse, nous avons trois zones. La zone 1, où s'effectue l'ionisation des atomes. La zone 2, où s'effectue l'accélération des particules, en l'occurrence les ions. Et la zone 3, où s'effectue la déviation. Bien, les ions, les atomes qui sont ionisés ici, ce sont les atomes de lithium. À la première question, on nous demande quel est le signe de la tension U égale à Vp1 moins Vp2. Déjà, il faut comprendre que les ions étant chargés d'électricité positive, si elles sont attirées par la plaque P2, qu'est-ce que ça signifie? Que la plaque P2 est chargée négativement et la plaque P1 chargée positivement. Autrement dit, la différence de potentiel Vp1 moins Vp2 doit être supérieure à 0. Passons à présent à la deuxième question. Précisez en le justifiant le sens du vecteur champ magnétique B. Eh bien, il faut constater ici que sur le chemin, le sens du vecteur champ magnétique B n'est pas indiqué. Pour déterminer ce sens, nous allons écrire la formule du champ. La formule de la force de Lorentz, cette formule-ci, F égale à QV vectoriel B. Comme l'ion lithium est chargé d'électricité positive, ça veut dire que la charge Q est supérieure à 0. Et dans ce cas, F, V et B forment un trièdre tiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends le son de F, déjà il faut noter que F ici est descendant parce que lorsqu'on regarde le chemin, les particules se dirigent vers le bas. Ça veut dire que la force F est descendante. Lorsqu'on reprend le chemin, si je roule le sommet de F vers le sommet du vecteur vitesse V, j'ai l'impression que je suis en train d'ouvrir le couvercle du bidon. Si on ouvre, ça veut dire que le vecteur champ magnétique est sortant. Passons à présent à la troisième question. Montrez que le mouvement de chaque ion dans le champ magnétique est circulaire, uniforme et le rayon R égale à 1 sur B, racine carrée de 2n valable sur U sur U. Cette question est à 3 volets. Nous allons dans un premier temps montrer que le mouvement est uniforme. Pour cela, nous allons montrer que la vitesse est constante. Deuxième temps, montrer que le mouvement est circulaire. Pour cela, nous allons montrer que le produit scalaire du vecteur accélération par le vecteur vitesse est égal à 0. Et nous allons finir par trouver les rayons. Allons-y. Bien. En considérant le référentiel du laboratoire que nous supposons galiléen, nous pouvons appliquer le théorème du centre d'inertie, à savoir la somme des forces extérieures égale au produit de la masse par le vecteur accélération du centre d'inertie G. Ce qui nous donne la force magnétique de Lorentz F plus la force gravitationnelle P qui est égale à NH. Et comme les effets gravitationnels sont négligés devant les effets électromagnétiques, ceci nous permet d'écrire que la force magnétique est égale à MH. Par la suite, nous tirons l'accélération du système, ça nous donne F sur M. Revenons au présent sur le chemin.
Lorsque nous, dans le chemin, nous pouvons définir le repère de frenette de centre O2 et de tangentiel T, le vecteur tangentiel T et le vecteur normal N. Qu'est-ce que nous constatons sur ce chemin? Que la force magnétique de Lorentz est portée par le vecteur normal N. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous pouvons écrire A égale à F, vecteur force magnétique sur la masse, c'est-à-dire nombre de F sur M porté par M. Or, d'après Frenette, l'accélération possède deux composantes, une accélération normale portée par la normale N et une accélération tangentielle portée par le vecteur tangentiel T. Ce qui nous permet d'écrire cette égalité-ci, et par simple identification, nous trouvons AN égale à F sur M et AT égale à 0. Or, l'accélération tangentielle, par définition, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Si c'est égal à 0, ça veut dire que la vitesse est constante. Et si la vitesse est constante, ceci entraîne que le mouvement est uniforme. Il y a parfois les élèves, dès qu'ils montrent que la vitesse est constante, concluent que le mouvement est circulaire. Là, c'est pas juste. Pour montrer que le mouvement est circulaire, il faut calculer le produit scalaire du vecteur accélération par le vecteur vitesse. Étant donné que l'accélération est constante, ça va nous donner F sur M porté par le vecteur normal N et V porté par la tangentielle T. Revenons sur le chemin. Lorsque nous regardons le vecteur vitesse, nous constatons que le vecteur vitesse ici est porté par le vecteur tangentiel T. C'est ça qui nous permet d'écrire que V égale à nombre de la vitesse portée par le vecteur tangentiel T. Ce qui nous donne ce produit scalaire ici. Or, N étant perpendiculaire à T, le produit scalaire N scalaire T est égal à 0. Le mouvement est circulaire. Nous avons montré que le mouvement est uniforme et nous avons montré que le mouvement est circulaire, donc le mouvement est circulaire et uniforme. Par la suite, étant donné que l'accélération est égale à l'accélération normale, on peut écrire que F sur M égale à V carré sur R, où R représente le rayon de courbure. Si nous remplaçons F par sa valeur en norme, ça nous donne QVB, ça nous donne R égale à NV sur QB. Problème, nous ne connaissons pas la vitesse. Mais si nous revenons dans le chemin, nous pouvons appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre O1 et O2. Et ça va nous donner la somme des travaux des forces extérieures, en l'occurrence la force électrostatique. Si nous revenons là, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, on a l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale qui est égale à 0. Le travail de la force électrique va nous donner Q fois valeur absolue de U, ce qui nous permet d'écrire 1 demi de mv carré égale à QU. Ça nous permet de trouver vitesse. Et par la suite, nous avons R égale à mv sur QB, on remplace la vitesse par sa valeur, ça nous donne R égale à 1 sur B, racine carrée de 2m valeur sur 2U sur U. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question suivante. Montrer que la distance O2M du point d'impact a pour expression O2M égale à ceci. Bien. Le point d'impact M, c'est un point situé ici, dans cet intervalle. Et ce qu'on veut trouver, c'est la distance O2M. Revenons dans le chemin. Lorsqu'on regarde le chemin, on constate que ce triangle-ci est un triangle. Si nous calculons le cosinus de l'angle alpha, ça va nous donner le côté adjacent, en l'occurrence O2M, divisé par hypoténuse qui n'est autre que le diamètre. Ce qui nous permet d'écrire
cosinus de alpha égale à O de M sur 2R. Donc, O de M est égal à 2R cosinus alpha. Or, nous avons déjà trouvé R, il suffit juste de remplacer et on a l'expression qu'on demande de démontrer. Ensuite, la dernière question. Exprimer la distance D séparant les points d'impact des deux divisions peut arriver dans la zone de réception. Bien, regardons déjà les masses. Nous avons la masse M2 qui est égale à 7 unités de masse atomique, la masse M1 qui est égale à 6 unités de masse atomique. Si on regarde l'expression de O2M, on constate qu'elle est proportionnelle à racine carrée de M. Qu'est-ce que ça signifie? Que la particule possède la plus grande masse aura le plus grand rayon. Ça veut dire quoi? Ici, nous pouvons supposer que nous avons la particule 2 et ici, nous avons la particule 1. Et cette distance ici, la distance qu'on nous demande de calculer, la distance D. Donc, ce qui nous permet d'écrire que la distance D est égale à O de M2 ou de M1. Et il suffit de remplacer la masse M par M2 M1 pour avoir la distance D. Bien. Cet exercice est terminé et je vous donne rendez-vous par la suite pour la correction de l'exercice sur le mouvement du projectile. Ciao.